Belkacem, là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les musulmans marocains, et que j'en ai marre que moi, des étrangers me donnent des ordres dans mon pays. Hein. C'est-à-dire c'était ces petits groupuscules qu'on appelle les antifas, c'est même pas des antifascistes, c'est des antifas, ça ne veut plus rien dire, hein, c'est une espèce de concept mou comme ça. C'est que la dernière fois, il y avait une conférence de notre ami qui s'appelle Laurent James sur un sujet qui est la tradition, hein, dans un café qu'avaient généreusement prêté et loué des Sri Lankais, et ces antifas bretons sont venus à 50 menacer la conférence. Non mais ramène tout ce que tu veux. Se sont fait chasser par, je crois, 8 garçons, qui étaient des garçons des quartiers. Les autres se sont sauvés comme ce qu'ils sont, des merdes. Le projet de ce sinistre individu est bien connu. Il est ancien et il remonte aux années de la peste brune. On dirait un ado du NPA ou de la CNT de 18 ans. Intellectuellement, c'est un crétin. Politiquement, c'est un imbécile. C'est aussi un manipulé de A à Z. C'est un assassin, faut pas oublier. Et son analyse du monde est d'une misère, d'une pauvreté. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde. Oui, alors autre affaire, pareil, on parle de menaces, d'agressions, etc. C'est quand même le climat dans lequel je vis. Je m'étais moqué la dernière fois de Rouillant. Il faut rappeler que les gens qui avaient fait une interview de lui à Marseille m'avaient demandé, pour lui donner de l'audience, de la mettre sur le site Égalité et Réconciliation. Ce que j'ai fait par gentillesse pour que l'interview de Rouillant puisse avoir une certaine audience. J'ai écouté 5 minutes de l'interview de Rouillant. Pour moi, Rouillant, est, sur le plan du concept, sur le plan politique, est une truffe. Et sur le plan politique, je rappelle qu'il a assassiné 2 grands commis de l'État, d'origine populaire d'ailleurs et catholique, le général Audran et Georges Besse. Bonjour à tous. Le groupe terroriste d'extrême gauche Action Directe a donc basculé dans la violence en assassinant hier soir, de 8 balles de 11,43, le directeur des affaires internationales au ministère de la Défense. Georges Besse, le patron de la régie Renault, assassiné en plein Paris ce soir. Pas de revendication, mais la police pense qu'il s'agit d'un attentat d'Action Directe. Un tract, siglé Action Directe, retrouvé le lendemain au métro Raspail, et les journalistes abandonnent le conditionnel. Il n'y a pas de quoi être fier et qu'en plus il l'a fait pour de l'argent et manipulé par des services étrangers dans des histoires de règlement de compte qui n'avaient rien à voir avec la défense du prolétariat, de la classe ouvrière ou quoi que ce soit. Car dans cette affaire en apparence si simple, rien n'est totalement ce que l'on croit. Prenons les accusés d'abord. Ces jeunes gens qui préparent la révolution dans une ferme du Loiret ne sont pas si isolés que cela. La preuve, les documents retrouvés lors de leur arrestation, examinés à l'époque par Roland Jacquard, spécialiste du terrorisme. En ce qui concerne les autres documents qui ont été trouvés, ils sont très importants parce qu'ils montrent que les connexions qu'avait Action Directe avec la plupart des grands groupes terroristes internationaux, Brigade Rouge, Fraction Armée Rouge en Allemagne, les cellules communistes combattantes en Belgique, les Grappo en Espagne et même des mouvements terroristes moyen-orientaux, tout cela montre qu'Action Directe est au centre d'une vaste toile d'araignée internationale et à mon avis on en reparlera beaucoup dans les prochaines semaines. Il ne faut pas oublier que la documentation qui a été trouvée, mais c'était extraordinaire, ils avaient même des badges pour rentrer dans des bases aériennes. Ils avaient des plans de l'OTAN en Allemagne. Tout ça, ça pouvait servir un service de renseignement extérieur à l'époque de la guerre froide. Et donc je pense qu'il y a quand même des gens qui à un moment donné se sont dit on va utiliser tous ces anarchistes à droite et à gauche. Car il est clair que l'assassinat de Georges Besse par Action Directe était un assassinat commandité. Il a fait pour ça, en bon idiot utile, un peu comme les islamistes radicaux qui se font fumer ou entôler en ce moment ou se retrouvent à Guantanamo, faut pas oublier. Il a fait 20 ans de prison, c'est pour ça que j'avais une certaine compassion pour sa bêtise et le prix qu'il avait payé. Un peu, c'est une sorte de Michel Lajoie d'extrême gauche. Mais le type s'était permis de m'insulter parce que j'avais relayé son interview. Donc je m'étais moqué de lui dans la dernière vidéo. Et il se trouve que quelques jours après la diffusion de cette vidéo, le restaurant où je vais régulièrement dîner le soir et qui est tenu par des amis, des militants proches de nous, qui avaient d'ailleurs participé à la liste antisioniste, ont été agressés par un commando de 10 personnes qui me cherchaient,
et qu'à 10 d'ailleurs ils ont été mis en déroute par les 2 garçons qui tiennent le restaurant, que 4 ont été arrêtés et qu'ils sont sous contrôle judiciaire et qu'ils vont passer en procès au mois de novembre. Donc pour l'instant, je ne dis pas qu'ils ont des liens avec la CNT, donc avec le NPA, parce que le procès n'a pas eu lieu, mais on a leurs identités. Et donc je dis bien que pour m'être moqué de Rouillant la dernière fois, je ne dis pas lui que c'est lui qui a commandité, un commando a été organisé pour venir me ratonner dans un restaurant. Et comme en plus ils n'ont pas été capables même de mettre en déroute les 2 mecs du restaurant, ils ont frappé et blessé à coups de bouteille une cliente, une femme, ce qui est le signe en général. On a souvent ce genre de truc qui se répète dans les manifs pro-palestiniennes, quand la CNT intervenait et tapait sur des femmes. C'est cela. Oh là là là, il mérite bien. Venez, c'est un piège. Venez, en tirant. Vous avez manifesté évidemment quand il y avait la guerre à Gaza. Ça vous gêne pas les slogans antisémites que vous entendez dans les manifestations pour les Palestiniens? Non, il n'y en a pas, et quand il y en a, on les chasse. Ouais. Nous, on fait le ménage. On fait le ménage. Et on l'a fait samedi dernier d'ailleurs. À la librairie, où c'était la LDJ, mais c'est les mêmes, hein. Tout le monde sait que c'est les mêmes quand on est un peu instruit. Il y avait aussi des femmes blessées. Oui, bah donc, on me stresse pas. Vous pouvez pas appeler la police. Vous pouvez pas appeler la police. Je crois qu'en tout cas, ils étaient ramus. Même sur les femmes, ils tapaient, s'acharnaient dessus. Ouais, ouvre pas. Car la dernière fois que j'étais passé à tabac par un commando de 35 nervis fascistes dans une librairie dans le Marais, les médias ont très peu parlé, n'est-ce pas? Il y a eu 7 blessés graves. La libraire a été défoncée à coups de matraque. C'était une brave dame d'origine grecque. Elle est partie à l'hôpital psychiatrique et sa librairie a fermé. Lesbienne en plus d'ailleurs, grecque. Je ne sais pas si Caroline Fourest avait pétitionné pour elle, mais elles ont été blessées par la LDJ, mais ça n'a pas... Caroline Fourest, ça l'a pas beaucoup ému ce jour-là. Donc voilà, ils ont été capables simplement de blesser une femme à coups de bouteille sur la tête, cliente en plus. Hein. Mais voilà, leur procès aura lieu en novembre, donc on en reparlera. Hein. Voilà. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. 2 hommes ou 2 femmes qui se disent oui et se passent la bague au doigt. Dans 8 pays européens, comme ici en Belgique, le mariage homosexuel est une réalité. Il fera bientôt son arrivée en France. Dans l'entretien qu'elle accorde au quotidien La Croix, Christiane Taubira affirme que le code civil va être modifié. Dans quelques mois, il pourrait être rédigé de cette façon. Le mariage peut être contracté par 2 personnes de sexe différent ou de même sexe. Nul ne peut le contracter avant 18 ans. Autrement dit, il s'agit là de l'égalité pure et simple pour tous devant le mariage. Selon la garde des Sceaux, le projet de loi inclura l'adoption aux personnes de même sexe. Les homosexuels qui souhaitent devenir parents de l'enfant de leur conjoint pourront ainsi le faire dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Plus on est libre dans les mœurs, plus on peut être heureux dans la vie. C'est dangereux, ça peut aller trop loin. Mais par exemple là, je suis naturellement tout à fait d'accord avec l'idée que les homosexuels ont le même droit à vivre une vie mariée que les hétérosexuels. Donc, François Hollande ne va pas assez loin partout, mais là, cette promesse qui a été donc exaucée, c'est bien. Mais oui. Très bien. Oui, alors là, je rebondis toujours sur mon analyse qui globalement, malgré le type sur lequel j'étais assis tout à l'heure, est totalement valide hein, dans sa vision globale. La gauche a lâché totalement le social. On le voit avec le pacte de stabilité, la règle d'or, là, ça a un point hallucinant. Ce qui est important dans ce traité, c'est que la France, grâce à ce vote,
c'est pouvoir avoir accès au crédit de la Banque européenne sans tomber dans les problèmes qu'ont pu connaître des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Je crois que c'était important pour le président de la République qu'il puisse poursuivre son action, qu'il soit clair qu'il est soutenu par une vaste majorité de l'Assemblée nationale, mais par sa majorité aussi. Et pour cacher qu'elle n'a plus rien de gauche et de social, elle fait du sociétal de niche communautaire de minorité agissante. Et là, on fait rien sur PSA, mais effectivement, on va à marche forcée vers la légalisation du mariage homo et de l'adoption d'enfants par des homosexuels, en nous faisant croire que c'est du progressisme et ce que se demande le peuple de France. C'est évidemment une bonne nouvelle. Vous savez, les Français attendent ça depuis très longtemps. Quand on pense quand même que l'Espagne catholique a adopté l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe depuis 2005, on se dit que la France des Lumières était bien en retard. Or, le peuple de France n'en veut pas. Les homosexuels majoritairement ne l'ont pas demandé et n'en veulent pas. Donc, quel est le petit lobby minuscule qui est derrière tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord, si on légalise, on met un terme à quelque chose qui dure depuis la nuit des temps, qui est que le couple qui fonde notre civilisation est hétérosexuel et monogame, ce qui a à voir d'ailleurs avec les analyses du sociologue Marxis Kluskar sur le lien entre la civilisation non tribale et la structure de la parenté qu'on appelle l'exogamie monogamique. J'insisterai pas là-dessus pour pas trop faire souffrir Emmanuel Todd, qui est tellement ridiculisé aujourd'hui au niveau du hollandisme révolutionnaire que je veux pas trop lui donner des leçons sur ce que c'est effectivement que l'étude des sociétés à travers les structures de la parenté, parce que là aussi on verrait que c'est pas un cas d'or, hein, c'est un tout petit. Mais donc cette monogamie hétérosexuelle est un des fondements de notre civilisation. Et là, on est en train d'attaquer la civilisation. Après avoir détruit le peuple de France en trahissant sa gauche, en le métissant de force pour créer des tensions instrumentalisées ethnico-religieuses comme on le voit en ce moment, on est en train d'attaquer, non plus seulement détruire le peuple de France, mais d'attaquer la civilisation. Parce que je le dis bien, pour que les satanistes de notre oligarchie puissent nous dominer intégralement, il faut qu'ils détruisent tout, c'est-à-dire le peuple et la civilisation. Et la légalisation du mariage homosexuel est une destruction d'une des structures de base de la civilisation, qui est la famille hétérosexuelle monogame. Hein. C'est clair et net, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Donc pour prolonger là-dessus, en plus, si jamais on dit que le mariage n'est pas nécessairement le mariage d'un homme et d'une femme, c'est la porte ouverte à la, revendication légitime de la polygamie, et même à la limite du mariage zoophile, parce que finalement, puisqu'il est interdit d'interdire et que la liberté doit être sans entrave, moi je pense que si des conjoints sont consentants, moi j'ai énormément de demandes en mariage, pourquoi finalement ne pas légaliser aussi, ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo l'exigerait, la polygamie, pour des raisons même laïques et des raisons libertaires. Moi, j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment, j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. Donc, pourquoi pas le mariage polygame? Et puis, pourquoi restreindre ça au mariage entre deux êtres humains? Moi, je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens. Je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourès vieillissantes, qui, comme chez les homosexuels, tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Après, il y a le cimetière des éléphants. On voit beaucoup d'homosexuels, hommes et femmes seuls, qu'on ne montre plus dans les boîtes du Marais, hein, et ce que ça s'appelle le cimetière des éléphants, qui finalement vivent avec un chien ou un chat. Et pourquoi ne pourraient-ils pas épouser leur chien ou leur chat? Je pense qu'on devrait respecter la demande de ces pauvres homos en fin de cycle, voilà, puis toutes ces femmes seules, effectivement, qui vivent avec des animaux domestiques, ces pauvres, pareil, hommes seuls qui, étant totalement déclassés socialement, n'ont pas droit aux femmes, et donc vivent avec un vieux chien. Pourquoi ils ne pourraient pas épouser leur chien? Enfin voilà, et même, je pense qu'à une époque, Yves Adrien avait écrit un bouquin New Wave où il prétendait vivre une histoire d'amour avec son aspirateur. Pourquoi pas le mariage avec l'aspirateur? Enfin voilà. Donc, moi je dis, si on valide légalement le mariage homosexuel, qu'on appelle d'ailleurs pas homosexuel, tu as dit le mot? Dire mariage homosexuel, ça voudrait dire que c'est un mariage qui est spécifique aux lesbiennes et aux gays. Or, il ne s'agit pas d'un mariage spécifique. Il s'agit de l'ouverture du mariage qui existe aujourd'hui, qui est un mariage civil, à tous. Mariage pour tous. Mariage pour tous, les chiens, les chats, les polygames, etc. Il faut effectivement, c'est soit
on respecte ces structures civilisationnelles, soit on va jusqu'au bout dans l'idéologie libertaire, et polygamie, je signerai une pétition pour la polygamie si la loi passe, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Deuxième aspect, derrière adoption par les couples homosexuels. La grande réforme de société de ces dernières années, l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois l'homoparentalité. C'est une révolution du droit et une révolution des mœurs. Je suis contre parce que ça, pour l'éducation des enfants, ça les perturbe, ça perturbe leur repère. Pour ce qui concerne l'adoption, là, je suis carrément contre parce que je trouve que c'est contre nature et que pour l'épanouissement des enfants, il faut un papa et une maman, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un homme et une femme. Donc, en tant que représentant de l'Église, je dis que je suis opposé parce qu'il faut le pôle masculin, féminin, etc. Bon, à titre personnel, je me dis quand même qu'un gamin qui est adopté par 2 femmes ou 2 hommes, c'est peut-être moins pire que de devenir un misérable dans la rue de Rio ou de Santiago et de terminer dans la prostitution. Je connais des parents biologiques, hétérosexuels, qui martyrisent leurs enfants. 2 papas ou 2 mamans, bonjour les dégâts, bien sûr. Mais quand il y a un papa et une maman, et que le papa, c'est souvent comme ça que ça se passe, est alcoolique, quand il tape les enfants, vous croyez que ça fait du bien au développement de l'enfant? Et l'inceste dans les familles, nous avons de multiples exemples, hélas, de ce genre de pratique. Vous croyez qu'un papa et une maman, c'est dans tous les cas de figure mieux que 2 papas ou 2 mamans? C'est idiot de dire ça. La réalité ne valide pas du tout ça. Je connais des parents admirables et je n'autorise personne de dire que ces parents admirables qui laissent leurs enfants dans des conditions difficiles, sans la protection de la loi, qui donnent tout leur amour, je n'autorise pas des gens comme vous, monsieur, à les traiter de fous et de dire qu'ils sont des chers à psychologues, des chers à psychiatres. Je dis simplement, monsieur, que vous ne tenez pas en compte l'intérêt de l'enfant. Un enfant, ce n'est pas un caprice. Un enfant, ce n'est pas un caprice. La question est avant tout celle-là. Est-ce que la situation homoparentale favorise le bien de l'enfant ou est-ce qu'au contraire, elle crée des situations de plus en plus difficiles? On dirait les démographes de la fin du 19e siècle qui avaient peur que si les femmes travaillaient, elles deviennent des prostituées, qu'elles assumeraient plus les tâches ménagères, qu'on ferait plus d'enfants. C'est ça. Et que l'ordre de la filiation serait détruit. Tout ça, ce sont des fantasmes. Alors je vais rappeler que la plupart des homosexuels ne vivent pas en couple, que ce qui fait la durabilité d'un couple, c'est la procréation naturelle, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont finalement liés par les enfants après que la passion s'estompe, et qu'en réalité, il y a très peu de couples homosexuels durables. Il suffit de regarder les statistiques d'à quelle vitesse les couples homos se séparent, C'est très frivole un couple homo, c'est très rare les couples homo durables. Les couples homo ne demandent très rarement ni le mariage ni l'adoption. Ce qui fait qu'en réalité, il y a un tout petit lobby qui pousse à la légalisation de l'adoption par des couples homosexuels, qui à mon avis n'est pas blanc-bleu, parce que c'est finalement le droit pour des homosexuels d'acheter des enfants de pauvres. On remarque aujourd'hui, c'est pour répondre à un argument d'imbécile, mais qui part d'une bonne foi, c'est il vaut mieux un enfant adopté par un couple homosexuel qu'un enfant abandonné. Alors je vais faire remarquer très précisément, je connais très bien le sujet de l'adoption, très très bien. Je ne vais pas parler de ma vie privée, mais je connais ça très très bien. Il n'y a pas d'enfants à adopter aujourd'hui pour les couples hétérosexuels mariés en âge d'adopter. La liste d'attente en France est de 7 années. 7 années, il n'y a pas d'enfants. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que les adoptions internationales ont été pratiquement bloquées partout. Pourquoi? Parce qu'avant, l'adoption d'enfants était quelque chose d'humaniste et de gratuit. C'est en train de devenir, avec la généralisation libérale du tout marchandise, un marché et un marché international. C'est-à-dire qu'on bloque les adoptions anciennes pour des raisons de sécurisation des enfants, pour en fait transformer ça en commerce. C'est ce qui est en train de se faire partout. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible d'adopter des enfants aujourd'hui. J'ai essayé moi-même à Madagascar, avec ma femme, on s'est fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des avocats véreux, et les gens qui ont adopté des enfants de Madagascar n'ont jamais eu les enfants. C'est horrible, alors que des enfants, effectivement, meurent dans des orphelinats, etc. C'est-à-dire que l'adoption internationale est bloquée. Pour être en train d'être transformé en commerce, première chose. Deuxièmement, les critères de validation de l'adoption en France sont ultra rigoureux. Il faut avoir un certain âge limite, on vient chez vous, vous passez 10 fois devant un psychologue, c'est un énorme dossier. Normalement, je le dis, des gens comme Johnny Hallyday ne devraient jamais avoir la validation parce qu'ils sont trop vieux, parce que ceci, parce cela. Ce qui veut dire qu'ils ont des passe-droits. C'est-à-dire qu'ils achètent. On est déjà dans des riches qui achètent des enfants de pauvres. C'est pas de l'adoption française, je dirais d'enfants français adoptés par des enfants français sans système d'argent. Ça existe encore, ça,
Mais c'est 7 ans d'attente. Et pourquoi? Parce qu'à cause de la fin du sous-X. Aujourd'hui, accoucher sous X en France, c'est avoir la possibilité de mettre au monde un enfant sans laisser aucune trace de son identité. La proposition de la députée Brigitte Barège y mettrait un terme. Elle suggère un dépôt obligatoire de l'identité de la mère. Le secret ne serait maintenu que jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'empêcher les femmes d'accoucher sous X, c'est-à-dire de pouvoir donner leurs enfants à l'adoption. On les pousse à avorter via le planning familial et toutes ces saloperies qui viennent des États-Unis avec une domination communautaire qui est facile à démontrer. Et on pousse les femmes à avorter et on essaye de revenir sur le sous-X. C'est-à-dire de plus en plus, on dit que les enfants des sous-X ont le droit de connaître leurs parents, biologiques. Ce né sous X, synonyme d'anonymat total, est une particularité française unique en Europe et dans le monde. Elle est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, car l'accès aux origines est un droit élémentaire. Pour la députée, demander l'identité de la mère au moment de l'accouchement permettra de réparer des injustices en donnant à des enfants la possibilité de retrouver leur mère ou inversement. Ce qui est une insulte envers leurs parents putatifs est quelque chose de très dangereux et surtout quelque chose de l'ordre de la loi rétroactive, ce qui est le signe d'un écroulement en général d'un état de droit. Donc ce climat global fait qu'il n'y a pas d'enfants à adopter. Donc ne mentons pas, il n'y a déjà pas d'enfants pour les couples mariés hétérosexuels de moins de 40 ans. Donc l'histoire de l'adoption par des couples homosexuels, je le dis face à la caméra très précisément, est en réalité une manipulation du tout petit lobby pédophile qui veut pouvoir impunément acheter des enfants de pauvres et je ne sais pas pourquoi faire avec. Et au nom de la priorité de la défense de l'enfant, il faut se mobiliser pour être contre cette saloperie, qui n'est pas du tout ni la volonté du peuple français, ni de gauche, ni la volonté des homosexuels. Il faut bien le savoir. C'est toujours les agissements de tout petits lobbies qui ont des intentions maléfiques. Que ce soit le sionisme ou la pédophilie, on retrouve toujours sur les mêmes manipulations et les mêmes illégitimités statistiques et les mêmes saloperies idéologiques. Voilà. Donc là, j'espère avoir fait le tour de la question. Pour les gens qui me disaient que c'était pas sérieux, la réalité, elle est celle-là. Voilà. Je suis contre, en tant qu'homme de gauche, que des riches décadents puissent acheter des enfants du tiers-monde pour faire ce qu'ils veulent avec. Parce que c'est vers ça qu'on va. Voilà. Et je pense que tous les honnêtes gens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, humanistes authentiques ou authentiquement de gauche, doivent s'opposer à cette saloperie et qu'il n'est absolument pas normal que le gouvernement Hollande, qui a géré une crise sociale gravissime, se mette ça comme combat de pointe, que ce soit une petite agent marocaine, ministre, qui nous dise que nous devons nous soumettre à ça. D'abord, les Français se sont exprimés d'une certaine façon le 6 mai dernier, puisque nous n'avons jamais caché notre volonté d'ouvrir le mariage et de permettre l'homoparentalité. Donc le fait même d'avoir voté pour François Hollande était une façon de lui permettre de mettre ce beau projet en œuvre. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus qui en plus, en effet, n'auront juridiquement pas le choix. Belkacem, là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les musulmans marocains et que j'en ai marre que moi des étrangers me donnent des ordres dans mon pays. Voilà, nous avons aujourd'hui des ministres pratiquement qui ne sont plus français. Quand ils ne sont pas de la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer, ils viennent soit de Guyane, soit du Maroc, etc. Il serait temps que la France reprenne le contrôle d'elle-même. Et que ce n'est pas cette petite personne qui, au Maroc, serait immédiatement remise à sa place par Momo VI, qui va nous dire que nous devons respecter la loi. La loi est un compromis entre les hommes, il ne s'agit pas de loi sacrée, et il est du devoir, quand cette loi est inique et infâme, que les citoyens pratiquent ce qu'on appelle la désobéissance civile. Voilà. Et d'ailleurs, des maires déjà de gauche et de droite disent qu'ils ne valident, Plusieurs centaines de maires ont fait savoir qu'ils refuseront de célébrer de telles unions au risque de se mettre hors la loi. En ma qualité de maire, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel. C'est non pas à l'encontre des personnes homosexuelles, c'est uniquement en vue de l'enfant. Je suis venu au Parti Socialiste à l'époque, c'est parce que j'étais un chrétien de gauche. Et je suis d'accord avec un certain nombre d'idées, mais quand on me demande d'aller à l'encontre de mes valeurs fondamentales, ça me pose un problème. Et n'oubliez pas que c'est par le mariage homosexuel qu'on arrive à l'adoption homosexuelle. Voilà, parce que, donc effectivement, derrière l'un, il y a l'autre. Voilà. Quand on est homosexuel, c'est qu'on est différent. On ne voit pas pourquoi il faudrait singer la normalité, et finalement la normalité qui renvoie finalement au catholicisme pour des libertaires, puisque finalement voilà, ils ont qu'à se paxer, etc. Donc c'est un sujet gravissime, c'est une déclaration de guerre à la civilisation,
Hein. C'est la gauche qui le fait, alors qu'elle est en train d'abandonner, on le verra avec le pacte de stabilité, la règle d'or, elle est en train d'abandonner le peuple de France au dépeçage des banquiers. Et là, nous sommes vraiment dans un climat de pré-guerre civile, mais la vraie guerre civile légitime, pas celle contre des rappeurs en survêtement rebaptisés islamistes par les services de manipulation que Alain Bauer connaît très bien. On passe de la délinquance à un emballage religieux, parce que c'est un élément d'organisation et de structuration. Ensuite, c'est quand même beaucoup plus facile dans la vie d'être un militant du djihad qu'un petit délinquant. Sujet qu'il connaît très bien, mais la vraie guerre civile où le peuple de France, à mon avis, devra se révolter contre des élites illégitimes, sataniques, décadentes, qui sont en train d'accélérer un processus de destruction, non seulement du peuple de France, mais de la civilisation. Hein. Voilà, je finirai sur le sujet, il n'y a pas de quoi rigoler. Hein. Quand je dis que derrière l'adoption par les couples homosexuels, il y a un lobby qui pousse, qui est le lobby pédophile, les gens pensent des fois que je délire, il y a, dans tous les pays occidentaux et sans doute dans le monde, un très puissant lobby pédophile que j'appelle, ce qu'on appelle la pédocriminalité de réseau, où des enfants sont volés pour être vendus et stockés dans des cérémonies de sacrifices, etc., ce qui n'est pas délirant. Élise Lucet elle-même, Élise Lucet qui présente le journal de la 2, avait une fois fait quelque chose de très respectable dans sa vie, qui était une longue enquête télévisée que nous remettrons en lien, où elle montrait la réalité absolument incontestable de ces réseaux pédocriminels délictueux. C'est terrifiant, parce que c'est sans doute la chose la plus terrifiante au monde, que ces réseaux sont très puissants parce qu'ils sont très haut placés, très haut placés, liés à la très haute bourgeoisie, avec des infiltrations dans l'administration française, dans la justice, etc., etc. Et ce qui explique des dysfonctionnements très étranges, les morts suspectes du juge Jambert. Christian Jambert était un bon gendarme, mais un gendarme sans doute un peu trop zélé. 15 années durant, il a enquêté, recoupé, épisté Émile Louis, convaincu que l'homme détenait le secret de ces jeunes filles qu'on appelait les disparues de Lyon. Convaincu aussi de dysfonctionnements majeurs dans l'enquête judiciaire, il l'avait écrit dès 84 dans ce procès verbal, resté lettre morte jusqu'en 97, où l'instruction semblait relancée. Mais à quelques heures de son audition par le juge, Christian Jambert était retrouvé sans vie, suicidé a-t-on dit, dossier classé, jusqu'à aujourd'hui, autopsie du corps, concordance d'éléments qui remettent en cause le suicide. Les constatations du médecin légiste laissent à penser qu'il y aurait 2 orifices d'entrée de projectiles au niveau de la tête de la victime. Il faut nous expliquer comment on peut se mettre 2 balles dans la tête d'angles différents et comment surtout on peut ne pas le constater quand on découvre le corps du gendarme Jambert et quand on donne le permis d'inhumer. L'élargissement du monstre d'Apoigny, gracié après 8 ans de prison alors qu'il avait pris perpète, à la demande, c'était sous Chirac, on va remettre le lien, des choses inexplicables, et l'élargissement de la femme de Dutroux qui sort à mi-peine, hein. En Belgique, l'ancienne femme du pédophile Marc Dutroux a obtenu une libération conditionnelle après avoir purgé plus de la moitié de sa peine. Michel Martin avait été condamnée à 30 ans de détention. Elle va donc quitter la prison pour entrer dans un couvent près de Namur, dans le sud du pays. Je crois qu'il fallait la condamner à perpétuité comme Marc Dutroux et voilà, ils n'ont pas fait. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est la place où elle a le droit de continuer sa vie après ce qu'elle a fait. Elle n'a pas mérité ce luxe-ci. Les sœurs Clarisse, c'était quelque chose qui accueillait nos enfants ici, qui venaient sur Saint-Berthouin, et aujourd'hui on accueille des assassins, je suis désolé de le dire, c'est honteux, c'est monstrueux, ce n'est pas normal. Malgré la protestation de tout le peuple belge, parce que il est négocié avec Dutroux que s'il se tait et qu'il ne balance pas le réseau pour lequel il travaille, car je le dis, ce n'est jamais qu'un receleur d'enfants qui sont commandés et qu'il stocke pour être vendus pour des réseaux et pour des cérémonies de type pédocriminel satanique. Il se tait, effectivement, s'il balance, il sera assassiné. Il y a beaucoup de morts dans ces histoires-là, mais s'il se tait, effectivement, sa femme sera libérée à mi-peine, comme le monstre d'Apoigny a été libéré au bout de 8 ans alors qu'il avait pris 23 ans incompressibles. Voilà, c'est la preuve, effectivement, que ces réseaux pédocriminels sont très puissants et qu'ils arrivent à faire taire la justice, la vraie justice, hein, et que ça donne effectivement cet élargissement absolument obscène et étonnant de la femme Dutroux qui sort à mi-peine. Hein. Et ça explique aussi quelque chose de très angoissant qui est le destin héroïque et tragique de Stan Maillot, pour ceux qui le connaissent, qui est un ancien gendarme qui a essayé de faire son travail honnêtement, notamment à partir de la cellule de Van Voort,
Il s'agit de ce qui composera le premier CD-ROM du désenvolte, se révélant contenir 8500 photos environ. Ces photos mettent en scène tout d'abord des enfants dénudés dans des poses suggestives, puis de très nombreuses photos immortalisent des actes d'attouchement, de viol. Et l'abomination va crescendo jusqu'à des viols de bébés, des scènes de torture allant jusqu'à l'usage de fer à repasser, d'électrodes. L'horreur va jusqu'à la mise à mort d'une enfant par égorgement au couteau. Stan Mayo est en grave difficulté en ce moment. Il est dans la clandestinité, il est poursuivi, recherché, parce qu'il a essayé de faire un travail assez honnête et assez intègre sur la réalité de ces réseaux pédocriminels couverts par les hautes instances politiques. Et que donc je m'inquiète publiquement effectivement du sort de Stan Mayo, qui semblerait avoir disparu récemment. Je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais nous remettrons le lien avec une excellente vidéo qu'il a fait avec sa conjointe, qui met à plat tout son travail sur la réalité des réseaux pédocriminels d'élite, là, pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas de la gnognotte, et que quand j'articule l'adoption homosexuelle et les réseaux pédocriminels, je ne dis pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour voir que tout ça n'est pas délirant, on pourra remettre l'extrait où on voit à un moment donné chez Tadei, le cyclope des Carpates, la maître Thierry Lévy, s'offusquer aujourd'hui qu'on ne puisse plus violer des gosses et qu'il y ait un espèce de sursaut moral sur la pédophilie. Le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Lui, visiblement, ça n'a pas l'air de le gêner. On voit bien que dans sa vision, à mon avis, qui a à voir avec une certaine idéologie religieuse, il suffit d'aller au texte, il est normal que certaines élites aient tous les droits, et notamment le droit au sadisme, au sens sadien du terme, c'est-à-dire d'aimer, c'est-à-dire de violer des enfants en bas âge, que ça fait partie d'un certain privilège de caste et de classe. Et lui-même s'offusque finalement que le peuple, avec son espèce d'idéologie bonasse, ose s'énerver contre les privilèges d'élite. Chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Et on voit bien que certaines élites, on ne parle pas d'élite communautaire, bien qu'on pourrait aussi parler à un moment donné d'un certain monsieur Gutmann, je crois, qui était à la fois membre de l'UMP et membre du CRIF, et qui n'a pris que 2 mois de prison alors qu'il s'est fait choper à cause d'une émission de télévision en train d'essayer de rencarder pour la sodomiser, la violer, la baiser, une petite fille de 12 ans. À midi pile, un homme s'approche du lieu. C'est bien lui. Il semble chercher du regard la jeune enfant avec qui il pense avoir rendez-vous. Vous êtes là pour rencontrer Jessica? Oui. Pourquoi faire? On va discuter, on va se faire connaissance. Là, vous lui dites ce jour-là à 18h43, très bien, j'ai envie de te caresser. Oui, il faut bien dire des choses. Vous auriez pu dire autre chose que ça? Non. Vous lui avez dit, tu écarteras bien tes cuisses pour que je fasse des photos de ta chatte. Ah oui, ouais. Ça, c'était le but de la rencontre aujourd'hui, peut-être? Non. Et pourquoi vous êtes venu alors? Parce que là, je suis venu parce que ça me semblait crédible. Mais vous savez que c'est parfaitement interdit par la loi? Oh, bon, oui. S'il faut qu'on s'arrête à la loi, on est bien... Hein. Il a pris que 2 mois avec sursis, vous voyez. Donc il est vraiment admis que dans un certain niveau d'élite, la pédocriminalité est un privilège de caste qu'il n'est pas question que le peuple remette en cause. Et aujourd'hui, le pouvoir socialiste, finalement, se met au service, non pas du peuple français en défendant les acquis sociaux, l'État-providence et l'emploi, mais au service des pires réseaux, comment dirais-je, qui incarnent, je dirais, l'oligarchie satanique dans ce qu'elle a de pire, qui est la pédocriminalité. Voilà. Et on verra avec les liens que je vais mettre et la post-production que Alain Soral n'est pas du tout... Sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen. Also... Sie haben das Kind zersägt.
Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, Sie haben es leiden lassen. Père Morand, quand vous parlez d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de sang animal, quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années. Et qui ont été la proie? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le couvert, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, et d'autre part de personnalités qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, 3 fois hélas, dans le monde ecclésiastique. Des prêtres défroqués ou menant double vie et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels. C'est assez effroyable.